Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, aux prises avec des risques de plus en plus complexes qui ne connaissent pas de frontières. Face à l'évolution de ces risques, le groupe Stellian fait preuve d'agilité pour offrir à ses clients professionnels de l'assurance des solutions toujours plus innovantes. Leader des services à l'assurance et fort de ses 30 ans d'expérience, Stellian propose une offre globale construite autour de son cœur de métier, l'expertise d'assurance, auquel il y adosse des solutions allant de la prévention des risques jusqu'à la réparation des sinistres. Avec cette série de podcasts, Stellian vous propose d'apporter un œil d'expert sur les risques qui nous entourent par l'intermédiaire de nos spécialistes. Finance, cybersécurité, industrie, environnement, énergie, arts et médias, autant de domaines que d'experts pour décrypter les problématiques de notre temps à l'appui d'un regard technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de La Voix de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Michel. Bonjour Laurent. Bonjour Martin, merci de me recevoir. Alors Laurent, vous êtes le directeur des risques financiers du groupe Stellian. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, nous intervenons en fait pour le compte direct des compagnies d'assurance. Nous travaillons d'ailleurs avec l'ensemble des compagnies d'assurance du marché sur des sujets relatifs à l'évaluation des pertes financières immatérielles générées par différents sinistres. Alors, nous intervenons sur des spécialités en dommages, comme par exemple la fraude commerciale et financière, sur les pertes d'exploitation cyber, mais aussi sur les garanties actifs et passifs. De l'autre côté, nous intervenons aussi en responsabilité civile, avec notamment la responsabilité civile des professions réglementées, du droit et du chiffre, tels que les avocats, les commissaires aux comptes, les experts comptables ou les huissiers. Également pour la RC des institutions financières et de façon générale en tant que sapiteur financier en RC. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ce qu'est un sapiteur financier ? Alors, le sapiteur financier va intervenir en mode projet pour accompagner un expert technique d'une autre spécialité. Ça peut être dans les services, la construction, le BTP, les motors, l'énergie, l'IT. Et le sapiteur, lui, va intervenir principalement pour instruire les réclamations de type RC qui sont formulées, c'est-à-dire sur les préjudices immatériels, tels que des pertes d'exploitation, des gains manqués, des surcoûts, etc. Merci pour cette introduction, Laurent. Je vous propose de passer tout de suite à la première thématique. Les attaques cyber sont en pleine explosion et ce depuis plusieurs années déjà, un phénomène qui s'est amplifié avec la crise de la Covid. Ces attaques sont un véritable manque à gagner pour les entreprises dont l'activité est très souvent dépendante de leurs logiciels et autres applications métiers car elles entraînent justement des pertes d'exploitation. Mais alors, quelles sont les entreprises touchées par ce type d'attaque ? Alors malheureusement, c'est bien toutes les entreprises qui peuvent être touchées et finalement toutes les personnes. Nous, si vous voulez, nous traitons aussi bien des dossiers qui sont relatifs en fait à des TPE, des PME, mais également à des grandes entreprises. Pour ce qui concerne les typologies d'activités, on peut dire également qu'effectivement, il y a très très peu de secteurs qui sont épargnés. Nous, aujourd'hui, nous travaillons avec finalement des sociétés qui ont subi des attaques dans le modèle d'activité qui concerne en fait le e-commerce, mais aussi la communication, la sécurité. On peut trouver également des typologies d'activités qui sont plus classiques, comme par exemple la logistique, l'industrie ou encore le bâtiment. Alors au niveau de notre spécialité, il faut savoir d'ailleurs que ce qu'on peut constater, c'est que très souvent, les impacts de ces attaques sont très importants, puisqu'ils peuvent atteindre facilement plusieurs dizaines de millions d'euros dans les attaques cyber de type létal, c'est-à-dire les majeures. Et donc, ces dommages, il faut les estimer, que ce soit des dommages matériels ou immatériels. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez en tant qu'expert financier, c'est juste ? Alors, en fait, nous intervenons dès lors que la compagnie d'assurance nous missionne. Généralement, nous intervenons d'ailleurs en aval, voire même pendant en fait la phase de réponse à incident pour les cas les plus complexes et d'attaques majeures. Là-dessus, nous travaillons en collaboration étroite d'ailleurs avec la spécialité NTIC, c'est-à-dire Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. C'est une autre spécialité du groupe Stellian ? Voilà, exactement, avec qui nous travaillons en mode projet. C'est-à-dire très souvent avec un expert informatique qui va se charger de réaliser l'instruction des causes du sinistre et l'évaluation des coûts de reconstruction de l'architecture du système, par exemple, et avec un expert finance qui, lui, va travailler sur toutes les conséquences immatérielles et en particulier celles relatives en fait à la perte d'exploitation consécutive à l'attaque. Alors, je me permets de définir rapidement la perte d'exploitation pour ceux qui nous écoutent. C'est un préjudice économique lié aux pertes subies ou bien à l'estimation de gains manqués
suite à la réduction, voire l'arrêt total d'une activité. C'est tout à fait ça. En fait, une attaque cyber, finalement, va avoir pour conséquence de rendre indisponible le système informatique. Et à partir de là, vous allez avoir toute une série de conséquences opérationnelles qui vont atteindre, à des niveaux différents, le modèle économique de l'activité. Alors, ça peut être effectivement simplement des tâches qui étaient auparavant automatisées et qui désormais sont simplement réalisées par des êtres humains, ou alors des tâches qui deviennent carrément impossibles de ce fait-là. Donc vous allez avoir soit un arrêt d'activité, soit éventuellement une activité qui se poursuit, mais dans un mode dégradé. Et nous, notre rôle consiste à identifier quelle est la part de chiffre d'affaires qui a été perdue en lien direct avec l'attaque cyber. Pourquoi? Parce que en fait, la perte d'exploitation, elle vise à indemniser, si vous voulez, la part du chiffre d'affaires qui a été perdu du fait de cette attaque et donc des conséquences de l'indisponibilité en fait du SI et qui assure normalement le financement des charges fixes et du résultat. D'accord, donc concrètement, vous vous basez sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Effectivement, l'exercice consiste à comparer ce qui aurait dû être généré en termes de chiffre d'affaires en l'absence d'attaque par rapport au chiffre d'affaires réel qui a été réalisé sur la période. Alors, ce manque à gagner ne touche pas que l'entreprise victime d'une attaque cyber, puisque l'ensemble de ses partenaires ou de ses clients dépendent de ces différents logiciels, que ce soit dans le domaine de la logistique ou du transport, par exemple. Alors, dans ces cas-là, sont-ils indemnisés eux aussi? Alors, la réponse est un petit peu plus complexe parce que effectivement, cela dépend de l'existence ou pas d'une assurance spécifique qui a été souscrite, c'est-à-dire la carence fournisseur vise justement à préserver les partenaires économiques d'une entreprise qui a été victime d'une attaque ransomware. Alors très souvent, si vous voulez, dans ce genre de situation, les partenaires vont plutôt soulever et formuler des réclamations en responsabilité civile. De ce fait-là, il y a vraiment une distinction à faire entre finalement ce qu'on peut retrouver en dommages qui vise à indemniser en fait les conséquences d'un sinistre pour l'assurer, de ce qu'on peut retrouver finalement dans un raisonnement en responsabilité civile qui vise principalement à indemniser un tiers qui a subi un manquement de la part de l'assuré. Ça peut être un manquement d'ailleurs de type contractuel et qui en subit en fait un préjudice direct et certain. Alors Laurent, je me permets de préciser rapidement que le dommage et la responsabilité civile, pour ceux qui nous écoutent, sont les deux grandes polices d'assurance qui existent. Voilà, c'est tout à fait ça. Et effectivement, on peut se retrouver dans des situations où à la fois vous avez une perte d'exploitation cyber supportée par l'assuré et d'autre part, du fait de rupture d'approvisionnement, vous avez également des réclamations responsabilité civile formulées par des partenaires économiques de cet assuré. Dans ce cas-là, la situation peut se révéler extrêmement complexe puisque vous avez la possibilité de vous retrouver avec finalement des risques immatériels, des préjudices immatériels et des pertes d'exploitation en RC subis donc par les partenaires, mais aussi peut-être par les sous-traitants de ces partenaires, etc., etc. Pour vous donner un exemple précis, imaginons un partenaire qui se retrouve dans une situation de rupture d'approvisionnement dans sa chaîne de production du fait d'une carence de la part de votre assuré. Non seulement lui-même ne va pas pouvoir réaliser ses produits finis, mais du coup, il ne va pas pouvoir les livrer et il va peut-être aussi causer de ce fait-là d'autres pertes d'exploitation en aval. Donc, si vous voulez, il peut y avoir vraiment des effets cascades multiples et sur lesquels nous intervenons afin d'essayer de trouver une solution sur le terrain amiable dans un premier temps, bien évidemment, dans des situations qui peuvent se révéler extrêmement complexes et techniques. Et là, c'est à vous d'intervenir en tant qu'expert de la société victime d'une attaque cyber sur le préjudice lié à la responsabilité civile des entreprises partenaires touchées. Voilà, tout à fait. Alors, nous intervenons de façon classique, comme d'habitude, après une déclaration de sinistre et donc un missionnement de la part de la compagnie, de l'assuré, c'est-à-dire de la victime de l'attaque cyber. Les indemnisations varient évidemment en fonction du contrat d'assurance, mais y a-t-il une différence entre le volet dommage et le volet responsabilité civile? Alors, il y a vraiment une distinction de raisonnement à avoir par rapport justement à une police dommage, puisque effectivement en RC, tout est remboursé, toutes les conséquences préjudiciables doivent en principe faire l'objet d'une indemnisation. C'est le principe de la RC, contrairement à la police dommage qui est, elle, soumise en fait à des plafonds de garantie ainsi qu'à des franchises.
En tout cas, il est important d'être bien assuré dans tous les cas, que ce soit en dommages ou en RC, puisque effectivement, vous allez avoir des règles de plafonnement et financières qui vont être différentes, soit effectivement lorsqu'on se situe en tant qu'assuré avec une perte d'exploitation, dommage, soit lorsqu'on se situe effectivement comme un tiers qui va soulever en fait une réclamation en responsabilité civile. Merci pour ces conseils, Laurent. Passons dès à présent à la prochaine thématique. Au Royaume-Uni, une décision de justice a imposé le salariat aux entrepreneurs Uber qui jusqu'à présent bénéficiaient du statut d'auto-entrepreneur. En parallèle, aux États-Unis, les salariés d'Amazon ont voté la création d'un syndicat, une première pour le géant du commerce en ligne mondial. Des sujets d'actualité qui nous parlent tous tant ces entreprises sont présentes dans notre quotidien. Quel regard pose un spécialiste de la finance comme vous sur ces sujets d'actualité ? Alors, je dirais un regard attentif, d'autant plus que, effectivement, avec cette période de confinement, on a vu s'accélérer véritablement l'ubérisation de l'économie et donc le développement de ces pôles de concentration de moyens. Aujourd'hui, bien sûr, on pense à la restauration, mais il ne faut pas oublier que l'ubérisation a commencé d'abord par le déplacement des personnes, mais également l'hôtellerie, les banques, la location de voitures, et que finalement, ce principe de mise en relation en fait d'une pléthore de prestataires et de clients via les moyens digitaux qu'on connaît, les plateformes, les applications, etc., porte en elle un certain nombre d'avantages, bien évidemment, que ce soit par exemple les baisses de prix des services qui sont rendus, mais également l'apparition et l'émergence de nouveaux services ou d'une nouvelle qualité de service, ou encore l'augmentation de la taille des marchés, c'est-à-dire l'accessibilité à un plus grand nombre à ces services. Donc ça, c'est un point effectivement qui est positif. Mais de l'autre côté, effectivement, il faudra également être attentif sur d'autres sujets, comme par exemple le risque de concurrence faussée. Les acteurs historiques sont effectivement soumis à des règles qui sont différentes de celles dont bénéficient en fait ces plateformes. Et notamment, vous l'avez relevé à travers ces deux décisions, il y a quand même une action de normalisation et de régulation de cette situation. Jusqu'où ça peut aller ? On verra bien où on va, mais en tout cas, il est clair que, par exemple, pour la Fédération française des assureurs, l'ubérisation de l'économie fait partie des risques émergents majeurs. Ce qui est pointé notamment dans le rapport 2021, c'est le fait qu'il s'agit d'une menace de précarité en fait sur les partenaires en fait de ces grandes plateformes et sur le fait qu'il pourrait y avoir un risque de déshumanisation des relations sociales et professionnelles. Alors là-dessus, effectivement, justement, le secteur de l'assurance s'intéresse et est attentif à ce point-là parce qu'elle peut se situer en tant qu'outil indispensable dans la normalisation de ces nouvelles pratiques et aussi comme un outil de confiance pour les utilisateurs de ces plateformes. Je vais donner deux exemples. Tout d'abord, la question de la double assurance, puisque effectivement, vous pouvez vous retrouver finalement confronté à cette situation où vous disposez à la fois d'une assurance individuelle et potentiellement d'une assurance qui est souscrite via une plateforme collaborative. Alors dans ce cadre-là, en fait, l'enjeu serait justement de trouver un équilibre entre des régimes de surassurance et des situations de sous-assurance, mais qui seraient finalement non connues de la part des utilisateurs, voire des partenaires de ces plateformes. Le dernier exemple, c'est notamment le fait que dans une économie où les usages donc, vont évoluer encore, et certainement, on l'a vu, effectivement, l'ubérisation va très certainement s'accélérer, le secteur devra être de plus en plus près des besoins en apportant justement des garanties spécifiques et adaptées à ces nouvelles mutations. Eh bien, il faudra donc rester attentif sur l'évolution de ces mutations. Merci beaucoup Laurent pour votre participation. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce numéro de La Voix de l'Expert. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la noter et à partager ce podcast sur vos différentes plateformes d'écoute. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités de service à l'assurance et sur nos spécialistes, vous pouvez consulter notre site internet stelian.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.